Alors, Claude et Yann. Voilà. Donc, écoutez, on arrive au bout de nos journées. Je vais retirer ça 2 minutes, j'ai les oreilles qui chauffent. Très contente, je dois le dire. Je vais donner d'abord la parole à Yann Patek qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Comme Massimo ne pouvait pas conclure, il a quand même eu envie, Yann, et il a raison, je crois. Il est le directeur adjoint de Massimo et il est chef d'unité nucléaire maintenant, je pense. Enfin, en tout cas, il accompagne Massimo dans ses fonctions et il va apporter quelques mots de conclusion à nos débats. Il y a participé en partie, mais Susanna était là tout le temps, donc je pense qu'elle a pu brancher nos amis de la commission. Et puis moi, je réagirai en quelques mots à quelques points, parce que je ne pourrais pas tout faire, tout dire. Ça a été trop riche. Il me faudra peut-être encore un petit peu de temps pour réécouter, pour assimiler et puis pour sortir avec des propositions fortes qui seront adressées d'ailleurs aux institutions nationales et communautaires, bien sûr. Pas seulement communautaires, parce qu'il y a une co-responsabilité, j'y reviendrai, des États et de l'UE en la matière. Donc, Yann. Merci. Merci Claude. Bonsoir. Pas encore bonsoir. Bon après-midi à tous. Je vais continuer en anglais, donc excusez-moi. Je pense que c'est mieux pour moi aussi que pour vous. So, thank you very much, and first of all, indeed, apologies for not being here for all the 2 days. But as Claude said, we had colleagues present in the room who followed the debate very closely and with whom both Massimo and myself have been in regular contact in the last 48 hours, although both of us were prevented by other obligations from being here. We can assure you that the obligations were related to nuclear and were helping nuclear to remain in the energy mix as a reliable low-carbon source. And maybe I will say a few sentences more about what I was doing yesterday in a few moments. But before that, let me dutifully comply with the request from Madam Chair. So before going into the key points as we retain them from the 3 topics or sessions of the event, perhaps I should say a few words about the context. Something that also Massimo started with earlier today when he made his intervention, but also something that, in my view, in a way permeated the debate, at least as far as I could judge also yesterday during the dinner when we had some more informal conversations, and I could perhaps try to guess what was really in the back of people's mind as they were discussing the topics yesterday and today. So I think we all know that we are in a bit of a special situation these days with respect to energy prices, and we heard, I think, on several occasions, certainly yesterday during the informal discussions at the dinner, but also earlier today formally from Massimo, that this is a context that really makes people change their minds, change their positions, or at least evolve them and sharpens the focus on the economics of energy sources, and obviously that will not escape nuclear. But I think what was important in the discussion earlier this afternoon from the presentation of Yves, we are also in a situation where the high prices and the drivers of the high prices do not just pose a question about the economics, but also challenges in terms of security of supply. I think that's something very important to keep in mind. We know that nuclear, the characteristics of nuclear as an energy source are very positive from the perspective of security of supply, and therefore I think it's good to realize that the complexity of the situation in the energy market is at the same time economic and driven by prices, but also at the same time key from the perspective of security of supply, or perhaps driven by security of supply considerations. Now, I think despite the doubts or hesitations that we may all have about how easy or how feasible it is for nuclear to continue to play its role, I think it's clear that nuclear
as was said several times also today, is there to stay. We have seen this in the results of consultations with member states, where we have asked them, each member state was asked formally to actually unveil their longer-term expectations in terms of energy mix, and we have seen that for about half of member states, nuclear remains a very important part of the toolbox for tackling climate change, and therefore also for the future we expect, according to all the modeling and predictions, a relatively stable presence of nuclear in absolute terms, not perhaps in the share, because the electrification that will continue will mean that the absolute terms of gigawatts of nuclear may perhaps represent a smaller proportion of the overall energy production, but in terms of the absolute volume, it should be more or less stable. And it's the absolute volume that matters, because the absolute volume is the installations, is the power plants in place. Now, obviously, that maintained role of nuclear is dependent on three general trends, as you know. Some of them were mentioned here in the last 2 days, some maybe less. New build, obviously, aging installations will have to be replaced. So this success or the consistency of new build being added to the fleet is one of the factors that will determine whether nuclear will actually behave according to the predictions or not. Long-term extensions, I think we have not paid enough attention to them in the last 2 days. We have as if focused too much on the conditions and the opportunities for new investments, for new constructions. But I think the long-term, the extensions, lifetime extensions, long-term operations are equally important. And SMRs as a third sort of precondition for continued retention of the role of nuclear. With SMRs, discussion was held yesterday, a bit today as well. What comes out clearly from the discussions we have been having with some of you in parallel contexts is that SMRs are not necessarily to be perceived as competitors to the traditional large-scale installations, nuclear installations. SMRs, many see rather as the opportunity to actually replace the small to mid-size installations run currently on coal or even on gas, and often used not necessarily for electricity production, but also and/or mainly for heat, industrial heat or heat for central heating systems. So I think that's also an important aspect to keep in mind. Now, finally, the continued role of nuclear will depend at the end, in the final analysis, on the decisions of individual member states. It's the prerogative of the member states to make, to decide on their energy mix. And in that respect, as I said, it is not only important to keep in mind that half of the member states continue to intend to rely on nuclear, but I think it's also important to keep in mind that there are newcomers, and I think we have had one member state represented here, at least one member state represented here, who are not currently operating nuclear installations, commercial nuclear installations on their territory, but intend to do so. And I think that also opens new opportunities as well as challenges for both nuclear industry and all stakeholders involved in policy making related to nuclear. Now, so I think this is the wider context in which the discussions in the last 2 days were taking place, and which I felt would be important to highlight before we go into the 3 specific topics of the sessions. Now, yesterday, the discussion that I only had reported to me, unfortunately, started with the topic of the specificities of nuclear investment. Now, there, I think the points that I would like to highlight, and hopefully they fit with some elements that were said yesterday,
nuclear is in a specific situation because of the emphasis on safety. I think safety concerns are primordial, and we cannot stress it. We cannot stress it more than is possible, because it adds to the economics. But it is crucial, and without it, we will not be able to continue operating nuclear installations. The second specificity is in time, both in terms of the length of construction and in terms of operation. I think that's a topic which I understand was mentioned repeatedly yesterday in various disguises, because it obviously affects then the economics. Time is money. Something that perhaps was not called out explicitly, but I sensed it from the discussions both yesterday evening and today, is the fact that nuclear so much depends on external factors that it actually cannot influence or control, be it the price of ETS, be it the production of renewables. Now we can have an endless discussion whether this is good or bad, or whether this is fair or unfair, or whether this is needed or not needed. But I think this would be a sterile debate. What we need is to recognize that this is an externality for the nuclear sector, and we need to actually discuss how to deal with it rather than having a sort of value judgments on it. The last specificity that I think was highlighted by Massimo today quite intentionally is the importance of the back end of the life cycle and of the value chain. Now, I think we can't stress it enough that it's evident that the future of nuclear will be there only if we have if we pay continuous attention and have perhaps a different attitude to the back-end cycle than until now. And here we talk about the disposal, but also about decommissioning of existing installations. And I said that I will perhaps say something about why I was not here yesterday. I was not here yesterday because I was in one of the 3 member states where European money is being used to help with decommissioning of installations that were taken out of service some years ago. Now, we consider these projects extremely important because we would like to set good practice and good precedent for how you can environmentally safely, publicly acceptably, and economically dismantle installations that go out of life. Without having a good track record on that, we will have difficult time explaining why nuclear should keep being in the energy mix, irrespective of whether member states actually make choices in favor of that source or not. So it's not only about the disposal of spent fuel and high-level waste. Clearly, that's an issue. In that regard, we heard, was it today or was it yesterday, we heard about the plans in France for a facility that, however, would be operational only fully around 2080. Another one in Finland should come out earlier. But I think this really needs to be only the start. It really needs to be only the beginning of a concerted and intensive effort to have disposal solutions in parallel to decommissioning that I have already highlighted before. So much as far as I could see important to highlight from the first topic. Now, I don't know, Chair, do you want me to go on with the other 2, or should I stop? Because I always talk too much, I know. Alors, si tu as encore 2 minutes, Yann. Ah, okay. 1 minute pour chaque point. Okay. Allez, c'est bon. 1 minute for each. So the second, the discussion on the structure of the internal market, the design, and its fitness for financing nuclear. There, as I said, it's nuclear investments are investments whose economics depend very much on the perception of risk, because risk obviously influences then the cost of money. There, I would submit that it's interesting how, it's almost paradoxical how technology that is providing base load with very low operating cost and proven track record over years
is perceived in the financing circles or somehow is attracting high perception of risk. I have no solutions to why it is and how to address it, but it's certainly worth addressing because without it, we will not be able to move forward with new investments. For the interest of time, I will not speak about the services of general economic interest. It's a topic that was brought up yesterday at the dinner, also today, but I don't think I want to go into it because that I would certainly waste all the time that I have, Madam Chair. So perhaps on the third topic, on the need... Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es pour? Oui, non. Est-ce que c'est possible d'engager cette bataille? Oui ou non? I think something that was not perhaps stressed enough in the discussions in the last 24 hours, there is a big difference, well, there is a big difference. There is a difference between services of general economic interest and public service obligation. I think we should not mix the two. And as Massimo said, we have already a public service obligation in the electricity market legislation, but it's a public service obligation for electricity, not for nuclear electricity. So those are just a few provocations, and I will move on. And so last word on the third topic, on the need for EU industry sector or EU-wide industry sector and the role of member states of creating such for nuclear investments. I saw a very nice slide in Yves' presentation about the key industrial challenges, listing the ones that, listing, I don't know, a handful or a half a dozen of industrial challenges. Interesting, at least half of them, it was there up on the screen for just a split second or a few seconds, but at least half of them actually are challenges, innovation, retention of skills, which clearly point to a role of public authorities and member states. So I think that the case is set. Now it's just a question of picking up the ball. Second topic from this one, and there I close, SMRs. I was surprised a bit yesterday that it seemed to me that there was not enough attention paid to them. Today, I think, or maybe it was just because the report that was given to me was leaving them out. Today we spoke more about them. I think SMRs could be a turning technology, but only if they fulfill two conditions. First, we need streamlined licensing, only if licensing of SMRs is not taking the same route, the same zigzagging route as licensing today. Only if we get to some sort of a unified or standardized or common licensing process will SMRs be licensed fast enough to actually make that type of change that we expect from them. And second, the economics of SMRs depend very much on the ability of the industry to get to a series production. It cannot be on-the-spot kind of solution, high-tech, but high-tech on-the-spot. I dare not to say the word bricolage because I don't mean it in bad sense, but it cannot be solutions invented on the spot fit for the exact location. It has to be series productions which allows deployment in sort of plug-and-play almost manner. And there, in that sense, I think the industry has a strong challenge on their hands. And I would like to highlight something that maybe was not said here during the last 2 days, but was said in the event that we organized on the 29th of June. EDF made a very clear offer to all European industries to actually come forward and express interest in being integrated in a supply chain, EU-wide supply chain for the production of European SMR technologies. And I just hope that the industries in the member states, that in the remaining member states other than France, actually heard that message and are indeed going to come forward and take up the challenge, because that really will matter. Thank you. Merci. Alors, je vois que l'heure tourne. Quelques points, comme ça, que je vais vous balancer. Je ne vais pas vous faire toutes mes conclusions, impossible, j'en aurai pour une demi-heure. Alors, d'abord, répondre à la dernière question. On n'a pas assez parlé des SMR ici. D'abord, on en a parlé, bien sûr, mais ce n'était pas véritablement notre sujet, Yann. Non, mais pour une raison politique, j'ajoute.
C'est pas parce que je n'ai pas voulu qu'on en parle. Je n'ai pas voulu qu'on en parle pour une raison politique, plus exactement. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que notre urgence ici, l'enjeu immédiat, c'est de maintenir et de renouveler le parc européen. Si on veut répondre aux défis, on a parlé du climat, la relance économique durable, etc., on a besoin de trouver les financements du renouvellement du parc. Le renouvellement du parc, il y aura peut-être quelques SMR, mais il y aura surtout besoin de grandes centrales. En France, on parle de 6 EPR, et encore, Lévy a annoncé 9 même. Si on veut vraiment répondre à la demande croissante d'électricité, on en a parlé avec l'électrification des usages dans tous les secteurs industriels, il va falloir répondre à cette demande. Avec quoi? Les ENR ne pourront pas répondre à tout. Donc on a besoin de grandes centrales qui vont fournir l'électricité, d'autant plus que notre parc est vieillissant et quelques centrales devront être démantelées et remplacées. Et puis on a, je parlais de la France, mais Pologne, on a entendu, c'est 6 000 mégawatts qu'ils veulent. Ce n'est pas deux SMR, c'est 6 grandes centrales. République tchèque, c'est une grande centrale. La Hongrie, c'est 2 grandes centrales. La Finlande, en plus des SMR pour les réseaux de villes, les chaleurs, c'est encore une grande centrale après le PR de Olkiluoto, etc. Donc attention, ne nous trompons pas de combat et d'époque. On parlait du temps. Là, on a une urgence. Alors, ça ne veut pas dire, parce que le nucléaire, il y a des temporalités dans le nucléaire. Il ne faut pas les opposer. On a besoin de la recherche pour la 4e génération. On a même besoin de la recherche pour la fission financitaire, la fusion, pardon, en financitaire en ce moment. Et on a raison de le faire. Mais ça ne s'oppose pas au fait qu'on doit trouver les financements pour aujourd'hui, tout de suite, pour les grandes centrales. C'est ça qui fâche. C'est pas les SMR. Les SMR, tout le monde est d'accord. Je suis même sûre que les Autrichiens, si ça se trouve, vous ne serez pas contre, parce que pour la santé, ce serait peut-être bien. Non, mais voilà, tout le monde est d'accord. Donc nous, on ne va pas parler de ce que tout le monde est d'accord, on va parler des questions qui fâchent et des questions qui sont importantes pour l'avenir même de l'indépendance énergétique. Merci d'avoir soulevé encore le problème, notre indépendance énergétique européenne, pour que l'Europe ne perde pas sa place de leader dans ce secteur nucléaire, dans un monde qui connaît une renaissance du nucléaire. On les a entendus tout à l'heure. Chine, Russie, États-Unis même, et l'Inde, la Corée, le Brésil et l'Afrique. Moi, je vais en Afrique au mois de novembre. Ils m'ont interrogé sur la place ou l'avenir du nucléaire en Afrique. Pourquoi les Africains n'auraient-ils pas droit à développer des centrales nucléaires pour leur prospérité? On va continuer à les appauvrir comme ça, ou bien on va leur permettre d'accéder à des technologies performantes qui a permis à l'Europe, je rappelle en 1958, de devenir très prospère dans le monde. Et d'ailleurs, Euratom avait été créé pour promouvoir l'industrie nucléaire. Euratom a changé d'objet aujourd'hui. On fait du contrôle sur la sûreté. Il en faut. Ce n'est pas la première spécificité du nucléaire. Je vais revenir. Mais on fait aussi ITER. On fait aussi un peu d'argent dans la formation. Pas au niveau des besoins des États. Alors, on renvoie la balle aux États. Que les États se débrouillent, ils n'ont qu'à faire leur bon montage financier. On les a entendus, les États. Ils se battent, les États. Ils font des montages financiers. CFD, RAB, Mancala, PPA. Enfin, je fais exprès de citer les sigles. On a tout entendu aujourd'hui. Ou bien lever de l'argent sur les marchés, ou bien faire de la dette, ou bien mobiliser l'épargne. Très gros sujet, je terminerai par ça tout à l'heure, parce que je suis pour, évidemment. Mais l'épargne, elle va se planter dans les ISR. Il nous l'a dit, Pierre Philippi, ce matin. C'était excellent, d'ailleurs. Merci, Pierre. 620 milliards, je crois, enfin, je ne sais plus les chiffres, peu importe, dans les investissements socialement responsables. Pas grand-chose sur le nucléaire. Et puis les greenfields, alors encore des milliards, vous m'entendez, des centaines de milliards d'épargne mobilisée pour l'investissement vert, hors nucléaire, mais pas pour le nucléaire, les greenfields. Donc voilà, donc l'épargne, il va falloir la canaliser, la mobiliser, et peut-être qu'il faudra créer des fonds souverains que les États pourront utiliser pour justement l'investissement, puisqu'ils ne vont pas pouvoir aller s'endetter vitam aeternam sur les marchés, parce que la dette, qui c'est qui va la payer? Les jeunes, vos enfants même. Il faudra la payer, la dette, surtout dans une période où l'inflation, elle repart. Ce ne sera pas des taux d'intérêt à zéro vitam aeternam, c'est fini ça. Alors ça, c'était la première remarque que je voulais dire. La deuxième, je voudrais dire les pro-nucléaires en Europe.
Écoutez, on vient de les entendre. Hein. J'ai bien fait de les réunir. Ils sont nombreux, ils sont puissants, ils ont envie. Donc on se dit, mais attends, on doit gagner là. Quand on entend Zbigniew Kubacki, je l'adore les Polonais pour ça, ils foncent aussi. Et alors, on a la force de frappe qu'il nous faut. Entre la Finlande, la République tchèque, la Pologne, la France, la Hongrie, et même le Royaume-Uni qui est encore... Je crois qu'ils sont encore membres de Foratom ou pas, le Royaume-Uni, Yves? Non? Oui, ils sont encore membres de Foratom. Il faut en faire un État associé. Et là, on fait une force, évidemment, qui va pouvoir non seulement se faire entendre, mais coopérer et avancer sur leurs projets. Et alors, ils ont... Et on pourra battre les antinucléaires. Ben alors, on est plus fort qu'eux, normalement. Mais alors, eux, voilà, ils ont des atouts. Hein. Ils sont au pouvoir, excusez-moi. Madame Merkel était au Conseil. Madame von Leyen est à la Commission. Ils sont dans toutes les commissions qui comptent. Où est-ce qu'on est, nous? Alors, la France va présider l'Union européenne l'année prochaine. Est-ce que ça va nous permettre de changer quelque chose? Est-ce que les Français, qui sont quand même 60% responsables du parc nucléaire, vont investir les bonnes commissions au Parlement européen? Quand on n'a pas de Français dans la commission industrie, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là que ça se joue, à la commission industrie. Mais ce n'est pas nouveau, hein, ce que je vous dis. Hein. Ça fait des années que ça dure. Hein. Alors, il faut changer aussi notre intervention au niveau des institutions communautaires et pas sans arrêt accuser les institutions. Certaines font ce qu'elles peuvent à l'intérieur des institutions. J'entends ce que fait la DG Énergie. Pas beaucoup de pouvoir sur la taxonomie, entre parenthèses. Bon, pas de chance. Bon, la DG Concurrence, évidemment, elle, on a entendu Anna Colucci ce matin, elle joue son rôle. On lui a demandé d'évaluer tout ce qui se fait à l'aune des règles de la concurrence. C'est ce qu'elle fait. Elle accepte quand même des dérogations et des aides d'État, on l'a entendu. Elle a accepté une clé point, elle a accepté le prêt russe pour la Hongrie. Et elle dit, mais moi, je veux bien accepter plus, mais j'ai pas de demande. j'ai pas de soumission de projet. Elle nous l'a dit ce matin, Anne Colucci. Donc, voilà. Alors, elle n'est pas encore à se dire... Peut-être qu'il faudra réformer le marché, mais je vais revenir, je terminerai d'ailleurs par ça. Et puis, attention, on entend les pays pro-nucléaires, mais on entend aussi dans les sociétés, on entend les États qui commencent à se mobiliser un peu, mais dans les sociétés, on entend les consommateurs, on entend les opérateurs, on entend les syndicats, on entend tout ça, il faut les écouter. Mais on les entend pas seulement dans les pays pro-nucléaires. On a entendu Björn Pitter hier qui nous disait, à vérifier, que 40% des Allemands seraient pro-nucléaires, mais qu'on n'en parle jamais de cela. Alors si c'est vrai, en Allemagne, en Autriche, moi j'ai des amis autrichiens qui sont pro-nucléaires, ils sont physiciens nucléaires, ils défendent leur truc, hein. Et ben, il faut les mobiliser aussi, il faut les organiser, il faut faire une force de frappe, et pas seulement les États. De toute façon, les États, ils n'écoutent que les sociétés. Excusez-moi de vous faire remarquer au passage. Et encore, ils n'écoutent que les sociétés. Ils n'écoutent pas les sociétés, ils écoutent les sondages et l'opinion publique. Donc, ce n'est pas pareil. Les États ne travaillent pas assez avec les sociétés. Nous, on pourrait essayer de faire une espèce d'union des États et des sociétés qui pourraient se battre ensemble. Et pas chacun de notre côté, comme des malades, à faire pression. Alors on envoie des lettres à nos États, les États envoient des lettres à la Commission. Voilà, c'est ce qu'on fait quand même. Hein. On multiplie les lettres et les courriers à nos États, faites ci, faites ça. Puis les États, ils disent à la Commission, faites ci, faites ça. Et on pétitionne, et on pétitionne. Il faut qu'on se mobilise davantage. Et puis ensemble. Et là, je suis sûre qu'on va gagner. Pourquoi qu'on peut gagner et pourquoi il faut gagner? Ça a été rappelé même par toi. Hein. Le nucléaire, c'est un atout extraordinaire pour le climat, pour la relance économique, pour la solidarité en Europe, pour sa prospérité. Le nucléaire, c'est la deuxième remarque que je voudrais faire. C'est pas la spécificité, c'est pas seulement sa sûreté. Sa spécificité, on a fait toute l'après-midi là-dessus hier, c'est que c'est un bien public européen. Un bien public européen, ça ne se traite pas comme une marchandise comme les autres sur le marché. Et un bien public européen, contrairement à ce que nous a dit Massimo tout à l'heure, c'est pas l'électricité, point. Non, pas du tout.
Il y a des entreprises qui font de l'électricité qui n'ont pas d'obligation de service public et qui ne jouent pas le rôle de bien public. Celles qui produisent avec les ENR, un coup je te produis, un coup il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, donc je ne peux pas te fournir en temps réel. Et puis le gaz, il n'est pas soumis à des obligations de service public, ils font de l'électricité aussi. Il n'y a que le nucléaire, j'insiste, qui est un bien public à qui on demande... Alors, il faut définir le bien public, un bien accessible à tous, en continu. Moi, j'ajoute à des prix abordables, mais même si c'était un peu plus cher, ce ne serait pas du luxe, d'ailleurs, pour le nucléaire. Hein. Quand vous pensez que l'EDF vend son énergie nucléaire en dessous de son coût, bah, moi, je veux bien passer de 42 à 49, hein. Pas de souci. Hein. Ça, on n'aura même pas de problème pour aller chercher les sous pour les investissements. Je regarde Franck, parce que... il hoche. Donc, on est d'accord. Alors, évidemment, les entreprises et le nucléaire, qu'est-ce qui est discriminé sur le marché? Citez-moi une seule source discriminée sur le marché. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz, ce n'est pas les ENR, ce n'est pas l'hydraulique, c'est le nucléaire. Tout seul, il est discriminé comme un grand. Alors, et pire, les dérogations à la concurrence, parce que le marché ne reconnaît pas ni le nucléaire, ni le long terme, ni les investissements trop lourds, etc. Mais la Commission le sait très bien, puisqu'elle-même, elle met des dérogations aux ENR qui ont un peu le même capex, comme on dirait, enfin, la même structure capitalistique, pas du même niveau, évidemment, mais... Et pour qu'elle puisse se développer, qu'est-ce qu'elle fait, la Commission? Elle met des dérogations, en veux-tu, en voilà, des aides publiques, des subventions, des taxes, tout. Alors, pour qu'elle puisse se développer. Et pourquoi faire? En France, ça a été dit 160 milliards de versés dans les taxes pour 2,5% de plus d'électricité décarbonée. 160 milliards, mais attends, combien que c'est le parc des 6 EPR? Là, 50? Et Flamanville, on nous rabat les oreilles en France en nous disant c'est trop cher, on avait dit 3 ans, ça fait 8 ans, et puis ça devait être 5 milliards, puis maintenant c'est 20. 20 milliards, ça représente 3 années de taxes ENR. Alors comparons ce qui est comparable. Je ne dis pas que ce n'est pas trop cher 20 milliards, je dis simplement qu'il faut ramener ça à un juste prix, d'autant plus que c'est quand même un prototype. Et une fois qu'il sera construit, par contre, et qu'on pourra faire les 6 derrière, bingo. Parce qu'une fois que les EPR y sont construits, ben, je peux vous dire que ce sera peut-être long et risqué pendant la construction, mais une fois que c'est fait, alors là, ça rapporte gros. À condition qu'on le vende au prix, évidemment. Hein. Et ça nous a été dit par Valérie Faudon que le prix, ce ne sera peut-être pas 42, ni même 49, ce sera 70, le nouveau nucléaire, et que dans le marché actuel, et vu le prix de l'électricité partout dans le monde, ce ne sera pas cher. Et d'ailleurs, les Anglais, ils ont eu, avec le CFD, avec l'accord de la Commission, l'autorisation de vendre leur énergie pendant 35 ans à 95 livres. Alors, je ne sais pas combien ça fait en euros, mais c'est beaucoup plus que nous et l'AREN. Et nous, quand on demande à réformer l'AREN, on nous dit « Ah oui, mais alors dans ce cas-là, il va falloir restructurer votre entreprise, il faut la déintégrer en 3 petits bouts, etc. » Non, nous, on ne veut pas déintégrer notre entreprise et on veut qu'elle devienne quand même un siège. Franck, merci d'avoir porté la proposition hier matin, ou ce matin, je ne sais plus comment on vit, dans nos débats. Je l'ai dit, je le redis, parce que je retrouve des vieux amis ici. C'est une proposition qui a été avancée par Philippe Herzog dans son rapport de 2004, mise en œuvre par Mario Monti en 2007. C'est dans le traité de Lisbonne, il y a la co-responsabilité État-UE, personne ne l'utilise. Pourquoi? Alors, on va essayer de travailler la proposition et de la faire avancer. Hein, si vous en êtes d'accord. Si la France montre l'exemple, ça pourra suivre dans les autres États, hein, et on pourra comme ça réformer le marché, parce que c'est quand même, ça fait partie des enjeux de réforme du marché. Alors, encore un petit mot, si vous me permettez, Massimo, il nous dit, il y a des crises en ce moment, on en traverse une, elle est conjoncturelle, ça va passer, puis il y en aura toujours des crises. Alors si, c'est vrai. Non, mais je vois Rocher qui rit. Non, mais si, mais justement, gardons notre production en base. Il faut la consolider, il faut la fortifier, parce que s'il y aura toujours des crises, gaz, pétrole, ENR, etc., il faut qu'on puisse compenser les crises. Qui c'est qui a remplacé les blackouts, enfin qui a fait face aux blackouts pendant la crise sanitaire? Le nucléaire. Qui c'est qui fournit l'électricité à l'Allemagne quand elle n'a pas de vent?
Le nucléaire français. Qui c'est qui va fournir demain le nucléaire à la Belgique si jamais elle arrête ses centrales et le temps qu'elle construise son gaz? Le nucléaire. Donc, il faut de la production en base. Donc, et au lieu de dire il y aura toujours des crises, anticipons la réaction aux crises. Construisons du nucléaire. Et pas à 15% d'une mix énergétique. Alors, c'est le deuxième gros paquet que je voudrais dire. La stratégie du Green Deal, excusez-moi, tout le monde se fait les gorges chaudes. On sera les premiers du monde à la décarbonation 2050. D'abord, personne n'y croit, parce que personne ne veut se passer de son pétrole et de son gaz dans aucun pays d'Europe. Mais deuxièmement, comment on va pouvoir réaliser ça avec 80% de NR et 15% de nucléaire. Alors qu'aujourd'hui, on a 25% de nucléaire, il faudrait l'augmenter. Et nous, on nous propose dans le PINC, c'est le programme d'indication pour le nucléaire en Europe, de le réduire à 15. Mais pourquoi ? Alors qu'il y a des États qui veulent le construire. Les Pays-Bas, par exemple, ils font le contraire de la Belgique. Ils ont du gaz, ils n'en veulent plus. Pourquoi ? Parce que ça fait des tremblements de terre, il y a des risques. Donc ils préfèrent la sécurité nucléaire, la sûreté nucléaire au risque du gaz. Ils veulent 10 centrales. On va les aider, on ne va pas les aider, on va les laisser tout seuls, qui se débrouillent sur leur marché. Ils auront peut-être, eux, le modèle Mancala. Vous avez entendu le modèle finlandais, c'est un modèle de marché, c'est formidable. Oui, mais ça, c'est inapplicable, par exemple, dans des pays étatiques comme la République tchèque, ou comme la France, ou comme la Pologne. Nous, on veut du tout public. Et dès qu'on parle privé, en tout cas en France, tout le monde crie au loup dans la bergerie. Ils ne veulent même pas de partenariat public-privé. Et j'ai entendu EDF... vous me contredirez si j'ai tort, qui nous dit, nous, on veut pas faire rentrer dans le capital ni les étrangers, ni le privé. Alors, ça va être compliqué, à moins de mobiliser l'épargne, encore une fois, massivement, pour pouvoir financer les centrales. Parce que 50 milliards, ça ne se trouve pas quand même sous la botte d'un cheval, excusez-moi. D'autant plus que ce n'est pas 50 milliards, la construction, mais les primes de risque pour les investisseurs. Ce matin, AXA en a parlé. D'ailleurs, ils n'investissent pas encore. Ils attendent qu'on dérisque. Comme a dit Louba, elle était formidable, cette Louba, qui vient de chez Rothschild. Elle a dit il faut dérisquer le nucléaire pour qu'on puisse aller s'investir dedans. Et puis, quand elle a cité les risques, c'était le marché, c'était les dérogations au marché. Enfin, c'était massif, quoi. Donc, il faut qu'on aille jusque-là. Alors, dernier mot, quand même, peut-être sur la taxonomie et la réforme du marché, parce que sinon, ça pourrait être beaucoup trop long. La taxonomie, on va voir. Mais, alors, j'ai bien compris ce matin, si j'ai bien compris, je vais remercier d'ailleurs Jessica, c'est elle qui nous l'a fait comprendre, je crois, que si on n'a pas la taxonomie, il y aura des conséquences en chaîne pour tous les acteurs de la finance. Enfin, pour toutes les possibilités financières. Alors, je vais regarder ça de plus près, parce que pour moi, la taxonomie, c'était une dérogation au marché intéressante, mais qui, si on ne l'avait pas, à tout hasard, évidemment, ce ne serait pas un bon signal, mais il nous restait quand même la réforme du marché à opérer, il nous restait les montages financiers par État, il nous laissait la coopération entre États pour partager ou mutualiser des dépenses. Bon, je me disais, mais j'ai bien entendu ce matin, là, vraiment, bravo. Mais attention, la taxonomie pour le nucléaire, je crois qu'on va y aller. Je crois qu'il y aura un deuxième acte délégué, il y aura la guerre avec les antinucléaires. Il y aura la guerre. Ce ne sera pas accepté du jour au lendemain. Vous avez entendu le processus. 4 ans pour ratifier. Et puis, si on n'est pas d'accord, c'est encore plus 4 mois. Puis encore plus 4 mois. Puis encore plus 2 mois. Puis tout ça, ça n'en finit plus. Je ne sais pas si c'est une dynamique, mais ça peut lasser au bout d'un moment. Mais enfin, là, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne voudrait pas que la Commission choisisse les technologies à notre place dans la taxonomie. Qu'est-ce qu'on va labelliser? Qu'est-ce qu'on va financer dans la taxonomie? C'est une liste d'activités ou de technologies. Si c'est pour nous dire, oui, la taxonomie, tiens, allez, si vous faites des SMR, vous aurez des labels. Si vous faites de la recherche 4e génération, vous aurez des labels. Si vous faites un peu de gestion des déchets nucléaires, ce que j'espère, vous aurez des labels. Mais les EPR ne sont pas concernés, les grandes centrales ne sont pas concernées, on n'a pas résolu le moindre petit problème du début. Et tous ceux qui s'enfilent dans les SMR et les questions sur les SMR, on voit venir le truc gros. Non. Alors attention, non, la Commission ne doit pas choisir les technologies à la place des États. Les États, ils sont maîtres du choix de leur technologie énergétique. Il faut qu'ils puissent retrouver la maîtrise
de leur choix. Ils ne l'ont pas, puisque les obstacles sont trop nombreux. En faisant des siècles, ils la retrouveraient certainement, en partie. Hein. Mais quand même, il faut que la Commission les laisse choisir jusqu'au bout. Et choisir, ça ne veut pas dire, tu as le choix, tu choisis un EPR, alors là, tu n'auras pas d'aide du tout. Ça, c'est plus un choix. Tu as le choix, tu fais du SMR, toi, tu auras un petit peu d'aide. Non, il faut au contraire défendre un secteur, il faut défendre un système, il faut défendre une industrie, il faut défendre nos entreprises sur le marché européen. Il faut faire comme la Chine, elle fait, comme les États-Unis, ils font. Et alors, les États-Unis, ils ont une autre force. Hein. Ils ont une politique fédérale, et puis en plus, chaque État fédéré en rajoute un petit peu. Hein. Nous, on n'est pas régionalisé, on n'a pas cette force-là. Ce n'est pas décentralisé du tout. Hein. Alors, chez nous, encore peut-être moins qu'ailleurs. Hein. Mais enfin, voilà. Donc, voilà, moi, ce que je voulais vous dire. On a beaucoup de propositions à sortir. Encore un petit mot sur les financiers. J'étais très contente qu'ils aient accepté de participer. Ils attendent que ça, les financiers, hein, Yann, il faudra le dire à la Commission. Hein. Les financiers, ils attendent pas seulement des labels, ils attendent des politiques publiques qui leur permettent de s'investir. Alors, ils ne font pas ça seulement pour la rentabilité à court terme. On a entendu des investisseurs institutionnels ce matin on aimerait bien qu'ils soient plus patients, mais qui sont devenus trop prudents. AXA nous l'a dit, pourquoi ? Parce que les règles de marché financier, pour les assureurs, c'est la solvability 2, c'est-à-dire vous mettez des sous de côté parce qu'on ne sait jamais s'il y a des crises, il va falloir les financer. Non, les sous de côté, c'est dans l'investissement. On créera comme ça de l'activité, du dynamisme, de l'emploi, etc. Donc voilà, moi, quelques mots comme ça en conclusion. En tout cas, un colloque formidable, mais j'ai appris beaucoup de choses. En tout cas, on avait bien choisi les intervenants. Ça, c'est moi. Je suis très fière de ça. D'ailleurs, Philippe Herzog, que je vais encore une fois excuser et que je regrette qu'il ne soit pas là, m'aurait dit « Où est-ce que tu les as trouvés, ceux-là » Et vous avez été superbes. Vraiment, un grand merci, bravo. Vous aurez bien sûr la vidéo. Vous pourrez réentendre tout ça. On va faire des montages en 10 vidéos. Je veux remercier de nouveau Myriam et Stéphane, remercier nos interprètes, bien sûr, puisqu'on va faire ça en français et en anglais. Et puis, vous recevrez surtout aussi, enfin, je dis surtout parce que ça, c'est mon job après, on va faire la lettre des entretiens européens avec des articles dynamiques et synthétiques sur chacune des interventions qui ont eu lieu au colloque, et ça fera un document qu'on pourra diffuser à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires en Europe. Ça fait partie, voilà, de la bataille. C'est pas la seule à mener, évidemment, mais c'est une contribution. Elle est modeste, mais elle est importante quand même. Et j'espère qu'en plus, avec les relais que j'ai, les beaux partenariats qu'on a fait cette année, on va les renouveler. Et j'annonce, vu la difficulté des accords entre États, en Europe et dans le monde, que l'année prochaine, ce sera la géopolitique du nucléaire. Bonne soirée et bon retour. J'ai mes fans. Oui, enfin.